Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales. Voici tout de suite les titres de l'actualité de cette édition. Vous le savez, lundi dernier entrait en vigueur le pass vaccinal permettant l'accès à certains lieux publics. Une décision qui est loin de plaire à tout le monde. Vous verrez dans ce journal ce reportage dans le Nord avec nos confrères de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Dans ce journal, le procès le plus attendu de l'année, celui de Nordan Lelandais. Les équipes de Télé Grenoble nous feront découvrir le lieu du procès dans un instant. Dans ce journal, la rencontre avec un philosophe, il s'appelle Tom Benoît. Il sort un livre qui s'appelle Aphorismes sur l'architecture. L'occasion de parler avec lui de sa vision de l'urbanisme dans les territoires et du développement de sa ville natale, Marseille. Et puis on terminera ce grand journal des territoires par la consécration d'un châtaignier des Yvelines. Il s'est vu décerner le prix d'arbre de l'année, un titre que cet arbre tricentenaire n'a pas volé, vous le verrez. Nous ouvrons ce journal avec le pass vaccinal qui prouve que le détenteur a eu un schéma vaccinal complet. Il est entré en vigueur, vous le savez, ce lundi et il ne fait évidemment pas l'unanimité, comme a pu le constater dans les Hauts-de-France, Caroline Fichten de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Voilà, vous pouvez manger. C'est un geste dont on a désormais l'habitude, le scan du QR code à l'entrée des restaurants. Sauf qu'à partir de ce lundi, c'est le pass vaccinal que les clients doivent présenter et tous n'y sont pas favorables. Moi, je suis contre parce que je trouve que c'était bien que les gens vaccinés puissent, de toute façon, sont vaccinés, c'est bien, et que ceux qui n'étaient pas vaccinés se faisaient tester. À la limite, c'était plus sûr, quoi. Faut qu'ils se fassent vacciner et on va s'en sortir. Voilà. C'est pas une contrainte, en fait. On sort le petit papier et il faut le faire, quoi. De toute façon, c'est important, c'est la santé de tous, quoi. À Amiens, comme partout ailleurs, les avis sont partagés. Ce pass vaccinal est parfois perçu comme une privation de liberté, une manière déguisée de forcer les gens à se faire vacciner. On aurait dû plutôt essayer de persuader les gens plutôt que de les forcer. Parce que le côté forcé, comme ça suppose une privation de liberté. Et ça, c'est presque intolérable pour un citoyen. Je pense que c'est une bonne chose, mais temporairement, parce que effectivement, ça peut être... c'est discriminatoire à quelque part et du coup, c'est pas quelque chose qui doit rester dans le temps. Autre lieu concerné par la mise en application du pass vaccinal, les salles de sport. Ici, pas de grand changement par rapport à avant. Ce qui fait du tort à l'activité, comme dans certains restaurants d'ailleurs, c'est le recours accru au télétravail. On a clairement vu quand même une influence réduite aussi bien en salle de sport que sur les cours collectifs, notamment le midi. Les gens télétravaillent, ça nous pose énormément de soucis. Les cours qu'on avait le midi où des gens venaient, là le télétravail nous fait beaucoup de tort. Nous, on travaille beaucoup avec les salariés le midi, mais avec le télétravail, ça fait vraiment du tort pour notre entreprise. Mais c'est vrai qu'on a plus de personnes retraitées maintenant que les gens qui se travaillent. Un problème qui se résoudra peut-être prochainement avec un assouplissement des règles de télétravail à partir du 2 février. Voilà, ce pass vaccinal est entré en vigueur une fois qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel, une institution présidée par Laurent Fabius, qui était l'invité jeudi dernier de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde, et dans laquelle il a insisté sur le rôle important des territoires. Écoutons-le. Je crois beaucoup, c'est le sens de votre question, à la force des territoires, mais je ne serais pas étonné si dans le futur, il y a une nouvelle phase de décentralisation. Mais évidemment, ça appartient aux autorités politiques responsables. Pourquoi ? Pour donner plus de pouvoir au territoire, pour donner plus de marge de manœuvre, plus de possibilités de décider ? Parce que je crois qu'un des paradoxes de la situation aujourd'hui, c'est qu'à la fois les phénomènes sont de plus en plus interconnectés, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial, et en même temps qu'on a besoin d'autonomie et d'initiative. Et c'est vrai que les initiatives sont souvent prises au niveau local. C'est vrai pour les régions, les départements ou les communes. Bien évidemment, la France doit être une unité, mais je crois à cette dynamique locale et on voit tout de même beaucoup d'initiatives être prises dans les différentes régions. Voilà, dans ce journal, je vous propose d'entendre maintenant le cri d'alarme de Philippe Tribaudot. Cet homme souffre d'une électrosensibilité. Il est obligé de vivre loin de toute pollution électrique et ce n'est pas si simple dans notre monde actuel.
Vous l'imaginez, il s'est donc installé dans une caravane sur un terrain communal. Et lui qui dit aspirer à une vie confortable se considère maintenant comme un SDF. Regardez-le devant la caméra d'Éric Camois du journal La Provence, nos correspondants sur place. Il en appelle au pouvoir public. Là, il y a une antenne qui se construit à 3 km d'ici, qui a de grandes chances d'impacter mon campement, contre laquelle je me bats. Et par contre, je demande simplement à ce que l'État me trouve un autre lieu de vie, dans la mesure où moi, je ne suis pas capable de le trouver seul. J'en ai pas les moyens, j'en ai plus l'énergie. Et moi, je sors au maximum dans un rayon d'un kilomètre d'ici, d'une heure en voiture d'ici. Donc, je n'ai pas les moyens de me trouver un autre lieu de vie. Donc, je demande à l'État de faire un moratoire, le temps qu'avec ces services, on trouve une solution pour me reloger ailleurs. Voilà ce sujet de nos confrères de la Provence. Nous restons à Marseille, à 130 km de là, direction le sud, où nous retrouvons, comme je vous le disais dans les titres, Tom Benoît, philosophe, essayiste, spécialiste de la cité phocéenne, au moment où l'on parle de ville et d'architecture dans les territoires. Alors selon vous, Tom Benoît, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, quels sont les enjeux majeurs en matière d'urbanisme ? On peut diviser les enjeux majeurs à Marseille en deux segments en matière d'urbanisme. D'une part, la transition écologique et d'autre part, la quête identitaire. Alors pourquoi la transition écologique ? Tout simplement parce qu'il s'agit là d'une main tendue par la météo sociétale de l'époque pour nous à Marseille. On a un environnement qui n'est pas encore saturé par la pollution. Et ça, c'est une exception. La plupart des grandes métropoles de France sont saturées par la pollution et vont entamer le prélude de la transition écologique dans une démarche de sauvetage et pas dans une démarche constructive. La deuxième quête, c'est une quête identitaire en matière d'urbanisme parce qu'il faut réellement que, au-dessus de toute démarche urbanistique, il plane une dimension identitaire dans Marseille pour apporter de l'identité au territoire, que ce soit là aussi par le commerce, l'entrepreneuriat ou l'architecture en elle-même, la conception architecturale. Alors justement, vous évoquez l'identité, que ce soit à Marseille ou dans d'autres villes. Comment envisager une politique urbaine qui permette d'apporter cette identité au territoire ? On a en France à l'heure actuelle 70% de la population qui est éligible aux logements sociaux. Alors c'est là où il y a une dimension politique dans cette problématique. Des logements sociaux que nous n'avons pas d'ailleurs, que nous n'avons pas terminé de construire et qui ne sont pas disponibles sur le parc immobilier. Donc il faut avoir de plus en plus d'entrepreneurs, de managers, de commerçants, mais pas de plus en plus de personnes qui soient éligibles aux logements sociaux. Alors vous êtes un philosophe un peu particulier, vous exercez une activité de consultant auprès d'agences d'architecture. Alors en quoi cela consiste ? De quelle façon vous tentez de faire évoluer la situation ? Où se situent en fait les marges de manœuvre des architectes dans la conception de la ville de demain ? D'une part, vous avez l'affectation qui est pensée par celles et ceux qui conçoivent la cité, et d'autre part, vous avez l'usage. L'usage qui est constitué justement de la quotidienneté des habitants, de celles et ceux qui habitent les lieux. Et à force de loger les gens ne savent plus habiter les lieux. Donc c'est dans cette dimension qu'il y a un aspect analytique et qu'il faut réellement analyser la territorialité. Et moi, ce que je propose dans mon activité, ce sont des bilans dans lesquels je présente toute la dimension qui gravite autour d'un projet, de l'implantation de celui-ci dans une sociologie territoriale. Dernière question, Tom Benoît, je sais que vous êtes un sportif, un boxeur même. Alors à propos de la volonté de Renaud Muselier, le président de la région Sud, de présenter la candidature de votre région aux Jeux Olympiques d'hiver pour 2034 ou 2038, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et qu'il s'y prend bien ? Je pense que l'investissement de près de 200 millions, je crois, dans le ski d'ici à 2034 ou 2038 représente une plus-value pour un sport bien particulier, pour un périmètre bien particulier de la région, mais là aussi qui ne représente pas spécialement le caractère sportif et identitaire de la région PACA, et pas réellement le sport en général sur la région PACA. Voilà pourquoi je n'aurais pas fait ce choix. Ce n'est pas dramatique pour autant, mais je n'aurais pas fait le même choix que Renaud Muselier. Merci Tom Benoît, vous étiez en direct de Marseille et je rappelle, vous êtes l'auteur du livre Instinct mimétique et solitude asservie, préfacé par Rudy Rissotti. Merci Cyril. Merci à vous. Sans transition, je vous le disais dans les titres, le 31 janvier s'ouvre pour 3 semaines le procès de Nordan Lelandais, accusé de l'enlèvement et de l'assassinat de la petite Maëlys, alors âgée de 8 ans. Luna Dalivilliers de Télé Grenoble a pu visiter le lieu où se tiendra le procès le plus attendu de ce début d'année. On part pour Grenoble. C'est ici que sera jugé Nordan Lelandais à compter du 31 janvier prochain.
C'est ici, dans cette salle, que tout va se jouer pour l'homme accusé de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys de Haraujot. Un procès hors norme qui s'étale sur 3 semaines et pour lequel la Cour d'appel de Grenoble se prépare depuis 1 an et demi. L'accusé sera présent dans ce box qui est sécurisé. Vous aurez donc sur sa droite, vous aurez ici le greffier qui sera chargé de prendre en charge donc, tous les actes d'audience. La partie principale qui sera composée du jury avec la présidente et les jurés qui seront installés sur cette partie-là. Pour cette affaire, le palais de justice a demandé une rallonge budgétaire de 194 000 €, notamment pour installer une retransmission des débats dans une 2e salle d'audience capable d'accueillir 60 autres personnes. Dans la salle de retransmission, les journalistes ou les personnes présentes pourront voir tous les acteurs du procès, enfin tous les acteurs principaux du procès. Donc ça donnera finalement aux personnes présentes dans la salle de retransmission presque finalement la même qualité que s'ils étaient présents dans la salle d'assises. Alors qu'au moins 200 journalistes sont attendus pour couvrir l'événement, le palais s'engage à protéger les parties civiles. Elles porteront des cordons de couleurs différentes, signalant leur volonté ou non de s'exprimer face à la presse. Les jurés pourront eux aussi bénéficier d'un service spécial. Puis alors on a mis en place aussi, je le précise parce que ça c'est quelque chose d'un peu plus exceptionnel, une assistance psychologique aux jurés. Puisque on sait très bien que ces procès d'assises, et particulièrement celui-là, sera riche en émotions très, très intenses. Donc ça peut être très difficile à vivre pour des jurés qui n'ont, par hypothèse, pas l'habitude de siéger en cour d'assises. La sécurité sera quant à elle renforcée. À l'intérieur, les identités seront contrôlées. Dehors, la circulation et le stationnement seront limités. En somme, beaucoup d'aménagements pour un des plus grands procès de l'année 2022 et de Grenoble. Voilà, sans transition, à l'approche de la réouverture des boîtes de nuit en février, les acteurs du secteur demandent à revoir le statut de leurs établissements. Ils ont été privés de clients pendant 19 mois depuis mars 2020. Explication d'Alain Drouot de 7 à Limoges en Nouvelle-Aquitaine. Avec une date de reprise fixée au 16 février, les exploitants de discothèques se remettent en piste. L'ouverture ne sera pas assujettie pour l'instant à des contraintes sanitaires strictes. Parce qu'on avait déjà dit qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir. C'était le fait qu'on vienne avec le pass vaccinal, ok, mais surtout pas ce test PCR de moins de 24 heures. Et les jeunes nous avaient dit, écoutez, vous avez servi de cobaye, vous les discothèques, pour qu'on se fasse vacciner. On s'est tous fait vacciner. Maintenant, la 3e dose, on va la faire. Mais si à chaque fois qu'on vient chez vous, on doit faire un test PCR, vous ne nous reverrez pas. Au-delà de la reprise, les propriétaires posent la question des statuts de leurs entreprises pendant la fermeture des établissements de nuit avec musique sont restés ouverts. Nous avons tous les critères qui sont déjà prédéterminés si on veut, et on peut trouver une solution, un modus vivendi entre la discothèque et ce qui n'est pas discothèque. La législation française est pleine de trous dans laquelle vont s'engouffrer tous ceux qui veulent biaiser un petit peu, quoi. Et on se trouvait, nous, fermer les discothèques, alors que certains de nos collègues qui font le même métier que nous étaient ouverts au vu de tout le monde. Et en zone rurale, même constat. Le problème est le même que toutes les discothèques de France peuvent rencontrer, avec ces fermetures, ouverture, fermeture. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser. À la préfecture de la Haute-Vienne, les hommes de la nuit ont été reçus avec attention. Sollicitée pour s'exprimer, la préfète du département n'a pas donné suite à notre demande. Voilà, et puis nous partons en visite au centre spatial de Toulouse maintenant, dans ce grand JT des territoires, où Thomas Pesquet a répondu aux questions de Clément Gassi du groupe La Dépêche, notre partenaire. Et vous allez le voir, le célèbre astronaute a le même objectif qu'un certain Tintin. Regardez. La Lune, alors quand je dis c'est notre objectif, je vais mettre ça au pluriel parce que c'est au sein de l'Agence spatiale européenne et avec le rôle que joue la France évidemment en tant que leader sur ces thématiques-là au niveau européen. Nos partenaires américains, tout le monde se met d'accord en fait pour une fois, c'est pas si facile que tout le monde pousse dans le même sens, mais on sait que alors à terme on veut aller sur Mars, on a des questions fondamentales auxquelles on va répondre sur Mars, mais l'étape nécessaire c'est la Lune et comme je disais tout à l'heure, c'est bientôt, c'est aujourd'hui un vol, avant la fin de l'année, un vol non habité et les chances de 2 ans, un vol habité autour de la Lune et puis ensuite la surface et ça va aller très très vite. Voilà, nous ouvrons une page écologie dans ce journal. Aix-les-Bains, Quimper, Troyes, de nombreuses villes en France
ont adopté la collecte des déchets recyclables à cheval. Anthony Piton de LMTV s'est rendu sur place. Au Mans, ville à avoir également adopté cette méthode aussi insolite qu'écologique. Il a fait la connaissance de Doupette, un robuste percheron. Regardez ce reportage. Ce drôle de bruit dans les rues du Vieux-Mans, c'est celui de Doupette de Lucé, une jument percheronne de 9 ans qui débute sa tournée hebdomadaire. Depuis le début d'année, elle vient ici chaque mardi matin collecter les déchets recyclables. Il faut des chevaux qui soient quand même endurants parce que la tournée fait... Enfin, il y a quand même le travail, il ne faut pas oublier que c'est un vrai travail, donc il faut de l'endurance et puis beaucoup de calme et de sang-froid. Voilà, il faut que la jument soit capable d'attendre en toute situation, qu'elle reste calme et posée et qu'elle ait confiance en nous également. Dans ce quartier aux ruelles étroites, l'accès est difficile pour les camions bennes classiques. L'hippomobile, elle, se fraye bien plus facilement un chemin dans ce quartier historique. C'est super, en tout cas ça fait du bien de voir un animal dans les rues du Vieux-Mans. Ça fait moins de pollution déjà, ça évite les camions de venir par ici. Puis je sais pas, c'est sympa quoi. Du côté de la municipalité, la démarche se veut avant tout éco-responsable et incitative. Il y a un rapport de l'animal franchement avec les gens qui apporte le plus et qui incite plus encore à faire trier comme ça et à ramasser le tri sélectif. La tournée est prévue pour durer 2 heures, mais en fait c'est bien plus. Christine doit s'arrêter souvent pour répondre à toutes les attentions que suscite Doupette. La semaine dernière, par exemple, il y a un monsieur qui avait, enfin un couple, en tout cas une famille, qui avait laissé une carotte sur le sac pour la jument, donc ça fait plaisir, voilà. Et puis les gens, ils remercient la jument en passant, ils lui disent bonjour. Le cheval est un vrai lien social. Il faudra s'habituer au bruit des chevaux au Mans. La mairie étudie déjà l'extension de ce mode de collecte à d'autres quartiers du centre-ville. Voilà, dans ce journal, nous vous parlons régulièrement du phénomène qui touche les côtes françaises, celui de l'érosion. Sur le bassin d'Arcachon, nous nous rendons maintenant, on se sert, vous allez le voir, de malheureux sapins de Noël pour essayer de la contrer. Tout le monde est mis à contribution, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Franck Poirot de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Plage de la Salie, nord, à la Teste, les enfants du conseil municipal des jeunes déplacent les sapins de Noël sur le sable de la dune. Ils les placent les uns à côté des autres, le pied vers l'océan, la tête vers la dune. Le sable, quand il va venir, enfin les tempêtes, il va se coincer dans les arbres et ça va faire monter la dune, comme ça. Pour la 3e année consécutive, l'Office national des forêts et la ville de La Teste installe des sapins de Noël pour lutter contre l'érosion des dunes. Système de brise-vent, plantation d'Oya, ces grandes herbes que l'on trouve sur les dunes de sable du littoral atlantique, ces sapins de Noël viennent compléter d'autres dispositifs existants pour retenir le sable. Ces arbres recouverts de sable, par exemple, ont été posés ici l'an dernier. Il est quand même assez efficace. Après, chaque support va avoir une utilité. Donc là, le sapin, lui, va stocker dans un premier temps plutôt devant et après sur la partie arrière. Un brise-vent type ganivelle va plutôt stocker sur la partie arrière dans un premier temps. Donc ils vont chacun avoir un petit peu leur spécificité, mais le sapin est très très efficace. Ces sapins luttent contre l'érosion éolienne et pas l'érosion marine qui creuse des falaises lorsque la météo tourne à la tempête. En revanche, en captant le sable, ces arbres peuvent aider à rattraper le profil des dunes, leur redonner un profil plus aérodynamique pour mieux résister aux assauts de la nature. Puisque l'objectif, c'est que ce sable se stabilise ici et ne passe pas derrière la dune qui est à ma gauche. Sans quoi, ça étouffe les plantes et plus particulièrement les oyas. Donc c'est très efficace ce que nous faisons là. L'an dernier, la commune de La Teste avait posé 19 bennes de sapins sur les dunes de la plage de la Salie Nord. Cette année, 35 bennes ont été récupérées. Les sapins qu'elles contiennent posés sur le sable devraient permettre de fixer 1,2 km linéaire de dunes. En moyenne, sur cette plage testerine, le recul du trait de côte oscille en fonction des années et de la météo entre 4,3 et 15,2 mètres par an. Voilà, après le sapin, un autre arbre dans ce journal, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un châtaignier de la Selle-Saint-Cloud dans les Yvelines, qui s'est vu décerner par l'Office national des forêts le titre d'arbre de l'année 2021. L'équipe de TV78 nous emmène rencontrer la star des arbres, née sous le règne de Louis XIV tout de même, regardez. Il est grand et majestueux et a ses propres fans. La star du jour, c'est ce châtaignier de la Selle-Saint-Cloud. Fier de ses 18 mètres d'envergure, il pose devant les appareils photo des Yvelinois venus en grand nombre pour le voir. La raison ?
il vient de remporter le titre de l'arbre de l'année. Je l'ai vu dans les magazines, mais je me suis dit je vais le prendre en photo moi-même. Ce châtaignier faisait partie d'une plantation qui a été faite sous Louis XIV. Il y avait 350 châtaigniers dans ce quartier. C'est le seul survivant. Il était exploité pour deux choses. D'une part, pour les châtaignes, on faisait de la farine de châtaigne pour se nourrir. Et par ailleurs, comme il y avait des vignes sur les coteaux de la région parisienne et dans ce quartier en particulier, on étayait régulièrement l'arbre pour faire les échalas, qui sont les piquets supports des ceps de vigne. Un arbre qui surprend les curieux visiteurs par son physique. Il fait quand même 4 mètres de large, il est énorme, il a une très grande envergure et il est beau et je reviendrai le voir avec des feuilles. Les branches sont très harmonieuses et puis le tronc il est quand même spécial, il est vrillé. Et puis il a 350 ans. Hein. Ce châtaignier, âgé de 330 ans, est situé dans un quartier résidentiel au nom tout trouvé, la Châtaigneraie. Il n'y a pas que moi qui suis fier, l'ensemble de la ville est fier. Les gens du quartier tout particulièrement, puisque c'est le symbole de leur association, une association de quartier très vivante, qui connaît bien cet arbre, qui le surveille attentivement, en espérant qu'il ne tombera pas malade, que ses branches ne seront pas cassées. Il a 330 ans, un châtaignier ça peut vivre 1000 ans. Donc sa prochaine étape, c'est de doubler le nombre d'années qu'il a déjà. Et ce n'est pas fini pour lui. Il représentera la France au concours de l'arbre de l'année européen en 2022. Voilà, comme vous le savez peut-être, la bonne vieille chaudière au fioul sera interdite dans notre pays le 1er juillet prochain. Alors comment remplacer le précieux combustible? Réponse avec Jean Colonna et Clara Marley de Télépaésé en Corse, qui ont rencontré pour nous un fabricant de granulés bois. Regardez. Le granulé bois et le bois, en général, sont les énergies les moins chères. En Corse et de partout ailleurs. Et donc, ce qui hier pouvait être un frein, c'est-à-dire justement l'absence de granulés, pouvait être un frein pour l'investissement et pour l'équipement de systèmes de chauffage à granulés bois. Aujourd'hui, ça ne l'est plus puisqu'il y a une usine qui en fabrique. Le choix, il est pertinent parce qu'économiquement, on est sur des choses qui coûtent très peu cher. Donc 15 kg de granulés qui correspondent à peu près à une journée et demie de chauffe pour un poêle. Ça coûte 3,90 €, donc c'est-à-dire très peu. Voilà, et puis pour tous ceux qui passent leur nuit sur les jeux vidéo, sachez que la filière recrute. Alors pour accompagner son développement fulgurant, la région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué une aide de plus de 500 000 € pour ce secteur. Un soutien bien utile, comme l'a vu Manon Roche de TL7, la chaîne de la Loire, qui s'est invitée dans un studio de jeu. Regardez. 1 milliard de chiffre d'affaires par an, c'est ce que le jeu vidéo rapporte dans la région. À partir du mois de mars, 516 382 € seront distribués aux sociétés adhérentes, aux organismes de l'OPCO ou de l'AFDAS. Une aide qui fait du bien aux entreprises, comme ce studio stéphanois qui cherche à recruter pour finir de développer son jeu vidéo. L'objectif, c'est de faire des formations et évidemment d'aider nos futurs recrutements avec leur formation, surtout qu'on a des grosses contraintes sur notre projet actuel, des contraintes graphiques, artistiques, et aussi sur l'interface du jeu. On a un développeur, un très bon développeur, mais on aurait besoin d'un soutien évidemment, et donc deux personnes dans la partie un peu plus graphique. Le but étant de mieux former les salariés et d'améliorer le recrutement. Le marché sera donc plus développé, mais est-ce que ça va vraiment aider les petites entreprises ? Il faut savoir que dans cet univers, vous avez des grands studios type Ubisoft, qu'on a à Villeurbanne ou Annecy, et vous avez aussi des petits studios qui sont en pleine croissance. Et il suffit que vous ayez un jeu sur une plateforme, et tout de suite, votre jeu il peut être téléchargé par une personne comme par des millions. Et donc, un petit studio peut s'adresser tout de suite à un marché mondial et tout de suite cartonner. La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite alors devenir une grande région du jeu vidéo en Europe d'ici quelques années. Voilà, et puis sachez que les musées français se mettent de plus en plus à organiser des prix littéraires. Ainsi, à Paris, le musée Guimet a décidé d'un prix de la littérature asiatique. Il est décerné à l'auteure japonaise Mitsuyo Kakuta pour son roman Lune de papier. Son éditrice française Emma Chanet de chez Actes Sud ne manque pas de mots pour nous donner envie de le lire. Écoutez plutôt. Ce livre, Lune de papier, est un livre extrêmement efficace dans sa virtuosité romanesque. Et à la fois dans la profondeur des sujets que met en place l'auteur de livre en livre. Et ce sujet, c'est
c'est la femme, c'est la place de la femme dans une société contemporaine, asiatique, mais qui peut être toutes les sociétés de façon totalement universelle. Voilà, et puis pour finir ce journal et pour rêver un peu, vous découvrez sur des images d'Hervé Zorgnotti de Monaco Info quelques-uns des 177 lots de montres mis en vente aux enchères par Antiquorum à Monaco le 18 janvier dernier. Une vente prestigieuse qui a rapporté plus de 6,4 millions d'euros. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et vos chaînes régionales et locales de la TNT. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.